Maintenant, j'ai envie de continuer. Après, je fais un petit exposé, puis vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. D'ailleurs, dans le Discord, vous parlez. Vous venez aussi m'interviewer là dans le chat. Je vois, il y a plein de conversations. Vous venez, hein. C'est le but ce soir, c'est le 40e. C'est open bar. Hein. Bon. Il y a un ouvrage intéressant d'un théologien et psychanalyste qui s'appelle Eugène Drevermann. Il a écrit un bouquin qui est connu pour certains. En tout cas, je l'ai découvert grâce à Baglis. C'est Dieu en toute liberté. Et lui, il a une théorie, ce théologien et psychanalyste, que je trouve très intéressante. C'est que la pensée dirigée dont je parlais de Jung, parce que c'est un Jungien, hein, notre ami Eugène, bah, elle vient du néocortex. Elle arrive à la fin de l'évolution. La rationalité, au final, dans l'histoire de l'humanité, on pourrait même dire que cette pure rationalité, avec ces 4 principes de la philo, là, principe de non-contradiction et tout ça, c'est le 6e siècle, avant Jésus-Christ. Avant, l'homme d'avant, il pense pas comme ça. Il est dans le symbole, tout le temps. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Jean Faure met le Kali Yuga à partir de 8000. Enfin, l'Antiquité, c'est déjà le Kali Yuga. Le Kali Yuga commence avec le cycle de l'Antiquité. Bon. Et nous, on est la phase terminale de l'âge de fer, l'âge des poissons à partir du Christ, c'est le dernier moment. Bon. Donc la pensée dirigée, elle vient du néocortex, elle est toute récente. Et là où je trouve c'est génial ce qu'il dit, c'est que et ça va plaire à Chaget. Je sais qu'il va intervenir, là, Chaget, je le sens, la plante. C'est que le langage symbolique, lui, il vient du cerveau limbique, du diencéphale, commun avec les animaux, qui produit à la fois des images et aussi des comportements. Donc il est beaucoup plus puissant, parce qu'il fait des comportements. Les vrais. Et je trouve intéressant que ce langage symbolique, il est commun avec nos animaux. D'où le chamanisme. Parce que le chamanisme, c'est pas te connecter et puis te surexploiter la puissance de ton néocortex. C'est justement pas ça. Ça, c'est la voie du technosolutionnisme, des mecs qui vont choper des geeks de tarés qui, avec leur néocortex, te pondent OpenAI et puis ChatGPT, qui, eux, ont utilisé la dernière couche de l'oignon de manière complètement dévoyée, et je dis, bon, satanique pour certains, anti-naturelle. Mais le vrai naturel, dans le sens initiatique d'un développement personnel spirituel, il n'est pas dans l'activation de ton néocortex, pensée dirigée, il est dans l'activation de ton langage symbolique, cerveau limbique donc, diencéphale. D'où le lien animal. D'où le chamanisme, où au final, un grand chaman amazonien, je te parle d'avant que les ethnologues foutent la merde, au niveau de la capacité cérébrale qu'il a, c'est aussi puissant ce qu'il arrive à faire en se connectant aux esprits des plantes, dans ces états de conscience modifiés, qu'un connard de la Silicon Valley qui, lui, a effectivement codé, le mec qui a réussi à... Voilà, le mec qui a eu l'idée de foutre des likes, puis coder le système des likes sur Facebook, qui lui-même l'a regretté. Après, vous connaissez l'histoire, quand il s'est dit, putain, on aurait pu faire simplement, on a des réseaux sociaux où on partageait nos images. Mais quand j'ai dit, on pourra mettre des likes, j'ai compris que ça foutait une merde parce qu'il y aura le système de la récompense, et puis qu'il y a toute l'ingénierie de la psychologie comportementale qui s'est greffée à l'informatique pour nous créer complètement cons derrière nos ordis. Bon. Donc, si je résume, et puis là, je vous laisse après rebondir, tout le monde, notamment Chaget, j'ai vraiment envie de l'entendre parler là-dessus. Le comportement, le monde, les émotions, les mythes, le sens relationnel, le sens commun qu'on a avec les animaux, le sens relationnel. C'est le cerveau archaïque. Et le principe, enfin le problème, et là je finis là-dessus, le problème avec le principe de la causalité, donc d'uniquement être dans la pensée dirigée, ben c'est qu'on se renvoie à la principe de causalité. Et puis le problème de la causalité, vous connaissez en philosophie, c'est la cause des causes. Avec Schopenhauer, on l'a, c'est bâti sur un géant au pied d'argile, parce que la causalité, il y a forcément un problème, c'est qu'il y a une cause qui doit se causer elle-même. Donc c'est un problème de contradiction dans la cause. D'où la théologie, c'est la seule face où on ne peut pas l'attaquer. Mais la pensée dirigée, donc, est condamnée à être dans le passé. La cause des causes, le concept de principe de causalité. La rationalité nous pousse au passé, la rationalité est un désir du pourquoi, donc du passé. Or, l'inconscient est tourné vers l'avenir. Parce qu'on est connecté à cette impulsion vitale de où c'est qu'on va, dans l'évolution. En gros, chamaniquement parlant, New Ageisement parlant, puis là je vous le dis de manière simple, c'est pour ça que je dis New Ageisement parlant, c'est un néologisme dégueulasse. C'est un néologisme New Age.
le principe de causalité, la rationalité est par définition condamné par son côté coincé au passé à dégénérer. Et l'inconscient est forcément condamné par point fort à être connecté à son impulsion vitale, donc un cheminement spirituel. Voilà, c'est le gros problème entre ces deux concepts, donc principe de causalité avec la pensée dirigée et l'inconscient, qui nous a toujours dirigés et qui nous dirige encore, nos rêves, tout ce qui nous lie. L'amour, on est tous connectés ici par l'amour. Au final, l'amour, c'est un archétype. Donc on peut jouer à Call of Duty et être des immenses geeks complètement décérébrés et déconnectés de la nature, mais on a toujours l'Eros. L'Eros, souvenez-vous, il y a Gaïa qui est créé et Eros. Parce que Eros, même tous les autres dieux grecs l'ont. Eros, c'est le seul dieu qui est commun à tous les autres dieux. C'est le seul élément qui connecte tous les autres dieux. L'Eros, l'amour, dont le Christ parle. Dans le christianisme, dans tous les systèmes spirituels essaient de parler de l'Eros en final. Les Grecs l'avaient compris. À la création du monde, Gaïa, Eros. Le monde sous lequel soutient les dieux où sont posés tout le concept, enfin tout le merdier. Et puis, qu'est-ce qui lie tout le merdier? L'Eros. Voilà, c'est le gros problème de, je le dirai en une seule phrase, organiser des groupes humains. Pensée dirigée, symbole. Et les deux sont importants. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? J'ai fait un immense tunnel, mais je pense qu'il y a 2-3 pistes que j'ai balancées en live. J'étais chaud là. Il y a des trucs qui sont sortis tout seuls là. Je suis désolé. J'ai plombé tout le monde. Salut. Ah, Ram! Lui-même, avec la voix pétée. Putain, pour le 40e, il y a Ram. Après, moi, j'aimais bien l'idée d'avoir la pensée dirigée dans le cortex, qu'on active et qu'on n'a aucune substance spirituelle avec ça. Et que le langage symbolique est, lui, dans le cerveau limbique, dans le diencéphale. Donc, en gros, on se connecte, oui, c'est archétypal, c'est ancestral. Il n'y a pas de principe, vu que la pensée dirigée est par son principe de causalité coincée dans le passé tout le temps. Le langage symbolique, lui, a une force, c'est d'être axé dans le futur, par son développement spirituel. Parce que le symbole, lui, il rayonne en fait, il est actif. Toutes les pensées discursives, peu importe lesquelles, effectivement, par définition, elles résonnent, donc elles sont avec le matériel qui est déjà arrivé dans la tête. Donc elle ne peut faire que parler du passé ou construire un pseudo-futur, mais qui est discursif. Il n'existe pas, en fait. Il n'y a que l'action qui va le créer, le futur. Le blabla, jamais. À moins de se servir du blabla pour induire des comportements chez les gens, et du coup, ça devient opératif. Et en fait, le truc, c'est que moi, par la pratique j'aime pas dire langue des oiseaux, mais pour des raisons de connotation habituelle avec le New Age, etc., c'en est de fait, mais c'est souvent mal perçu, mal compris. Et c'est que, justement, les sons sont une matière, en fait, comme les autres, elle est très éthérique, mais c'est ce qui permet d'accéder au symbole par l'oralité. Et ce n'est pas un discours intellectuel, en fait, c'est entre les mots, à force de les lier les uns avec les autres, on obtient une image mentale qui, elle, est symbolique. Et après, on se rend compte que toutes les images qu'on lit, elles provoquent des mots aussi. C'est un outil, en fait. C'est pas le mot qui va dire la chose, c'est dedans. Et ça, c'est vraiment le truc que Guénon, par exemple, il comprenait pas avec son rival de l'époque, Paul Lecourt, qui, justement, faisait des anagrammes, des trucs comme ça. Pour lui, c'était débile parce qu'il envisageait même pas que la divinité puisse jouer, en fait, ou permettre des jeux. Bah, j'ai eu ce clash avec Apollos, quoi. J'ai eu ce clash avec Apollos, quoi. Tous mes potes guénoniens, d'ailleurs, je connais un autre guénonien qui est pourtant hallucinant, qui est d'ailleurs qui était un niveau au-dessus de notre ami Apollos. Donc c'est pour ça que je les ai fait rencontrer. Deux titans, donc un mec de 80 ans, prof de grec, qui avait vécu dans une communauté guénonienne et tout. Je veux dire, ça finit pas bien. Hein. Ouais, ça fait mal au cœur, en fait. Après, moi je suis pas un expert de Guénon, moi je sais que j'ai juste digéré lentement Le règne de la quantité et les signes des temps, qui était son livre de synthèse quand même. Donc quand on veut comprendre Guénon, j'imagine que c'est un bon ouvrage. Et non, par contre, effectivement, il y a un côté très intellectuel qui manque un peu d'humidité, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, le côté jeu, qui est souvent mal perçu, parce que le problème quand on joue avec les mots,
c'est que si le jeu, ça a une connotation justement de gamin, au sens puéril, genre c'est pas sérieux, ben oui, c'est pas sérieux, c'est puéril, etc. Mais la divinité, elle a été représentée sous la forme d'un enfant à Noël, donc c'est bien ça l'idée. C'est que c'est par le jeu, c'est par l'éveil qu'on peut comprendre que Dieu lui-même a été un enfant, en fait. Mais toi, quand tu parles de Euh, son tout le temps et de langage, on va dire de calembour, de langage des oiseaux et tout, où c'est que tu places l'image, toi, en tant qu'illustrateur, où c'est Alors, que tu places le dessin? Parce que je sais que tu as fait une école d'art à la base aussi. oui, en C'est un fait, secret je le de poste. place en permanence parce que je parle en images. C'est-à-dire que pour comprendre les mots, en fait, la langue des oiseaux, au sens les jeux de mots et les calembours, j'en fais assez peu. Un peu de temps en temps, mais pour le coup, c'est pour jouer. Mais la plupart des leçons que je fais, elles sont rarement basées sur des jeux de mots, mais plutôt sur de la linguistique. Parce que ce qu'il y a derrière, en fait, ce sont des images. Les hommes vivent avec leurs deux yeux, tous, pas, sauf les aveugles, mais quand ils nomment quelque chose, ils la pointent. Donc c'est forcément un son sur une image. C'est le moyen de s'en rappeler, en fait. Et les images, c'est elles qui parlent. Le son, c'est un moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Et si on a fait autant de mots qui se ressemblent et qui désignent pas tout à fait la même chose, c'est juste parce qu'on joue sur la finesse de l'oreille de chacun pour distinguer le contexte. Mais en vrai, ce sont des images. Et ça, c'est le langage héraldique et hiéroglyphique, par exemple. Donc c'est là que je place l'image. C'est que la hiéroglyphie est l'ancienne écriture. Elle a peut-être même précédé l'oralité. Et pas la hiéroglyphie égyptienne spécifiquement, mais le principe même de signifier avec que ce soit un trait ou simplement une... Bon, la photographie peut-être pas quand même, mais en tout cas l'image de manière générale. Avec les édifices typiquement. Les édifices, c'est une autre manière de dessiner. Pour répondre à la question où je place l'image, c'est de cette manière-là en fait. C'est le son aboutit à une image et l'image aboutit à un son. Qu'on dit ouïr et voir, c'est le même mot. Le U et le V en latin, c'est similaire. Fait tout foirer. Bon, en fait, c'était hyper intéressant ce que tu nous disais. Ouais. Donc, C'est pas grave, on peut rebelote. reprendre le fil quand tu veux. On peut reprendre Enfin, le fil. on L'image, fera pas le c'est même, hein, mais- l'image, parce que l'interdit sur l'image, il est faux. Ça, c'est dommage qu'Hervé ne soit pas là, parce que c'est toujours sa théorie sur le son, le verbe et l'interdit du verbe. Pourtant, le monde, il est fait, hein, au déplaise à notre ami sur le canapé rouge, enfin notre ami, le logos, c'est avant tout un son. Les Indiens, c'est Om, c'est un son. Et il n'y a pas tellement d'interdit du son. Oui, on ne prononce pas le nom sacré, certes, mais c'est surtout l'image qui leur ramasse plein la gueule. Par contre, là, on ne peut pas. Et c'est très intéressant entre l'image, l'icône, le golem, le son. Il y a toute une dialectique à avoir, en tout cas dans la Kabbale. Et moi, je t'ai posé cette question avant que ça bug. Où c'est que tu places l'image? Puis Hervé nous disait, mais de toute façon, tout est qu'image. Parce que même le son, même le verbe, même l'écriture, représenter une épiphanie ou une théophanie, ce n'est que des images. Parce que le buisson ardent, ou Moïse qui revient, alors la mauvaise traduction de l'hébreu, cornu, par le fait qu'il est rayonnant. Merci. Et que tu as Michel-Ange qui d'ailleurs refait, dans certaines iconographies, de certaines gravures, on voit le Moïse qui revient, mais qui du coup a un rayonnement de tête qui fait comme deux cornes, ou alors carrément Moïse de Michel-Ange, magnifique, une des pièces majeures d'ailleurs dans le film Michel-Ange, ce qui est génial, le film de 2019 là, qui est très très bien. D'ailleurs même Annales Génocide en parlait. On voit à un moment, il y a juste du bloc de marbre, il y a juste le genou qu'ils ont refait. D'ailleurs, c'est le travail des gars qui ont dû refaire ça, c'est chapeau. Puis tu as juste le genou de Michel-Ange qui ressort du bloc de marbre. Rappelons que Michel-Ange disait que Ça dans chaque semble de la simple hiéroglyphie parce qu'il est non pas cornu, mais couronné. Il est Mhm. couronné de gloire. Et voilà. Mais écoute, j'ai tout un. Mon prof d'éthéol m'a tapé un texte hyper bien, rien que pour moi en plus. Et j'ai un substrat textuel hyper intéressant. J'hésite à faire un apocadrite. Mais après, si c'est pour faire du 1000 ou 2000 vues sur qui c'est qui s'intéresse à la problématique du couronnement de gloire de Moïse revenant. Après, c'est plutôt les droits tardés qui ont envie de se voir puis de dire hey, bah, lui, à chaque fois, il fout de la merde, à chaque fois, il déshonore Yahvé. Non, non. Pourtant, Moïse, à part ça,
ça a toujours été, moi je l'avais vu, c'était d'ailleurs un des films pour l'époque qui avait utilisé le plus de thunes à Avatar à ce niveau-là, le ratio est ridicule. Le vieux Moïse là, des années 60 avec l'eau, ils ont utilisé vraiment de l'eau pour faire la séparation des eaux, ce truc hollywoodien dégueulasse là, je sais plus comment il Avec s'appelle. Charlton Heston. Voilà. Ah, il était génial. Ouais. Ah, Les 10 commandements. il est Je l'ai incroyable. tellement vu à l'époque. Ouais. Moi, j'avais vu ça, j'avais vu ça sur mais c'est encore télévision, j'ai l'impression de parler comme un vieux con, hein. Télévision couleur tube Catholique. cathodique, sur le salon tous machin, avec des pubs à la con, au Gamma et puis Kinder Surprise entre Je deux, reviens quoi. dans 5 minutes, il faut que j'aille consoler ma petite fille. Ah, c'est tout à ton honneur, c'est tout à ton honneur, c'est tout à ton honneur. Bon, les amis, alors c'est con parce qu'il nous a dit plein de trucs et toi, tu nous as rappelé. Alors, redis-nous ce que tu as dit avant à Ram, François. Sur, Oui, j'ai mis un nom en fait sur cette doctrine selon laquelle voilà. les sons qu'on emploie pour les mots servent en fait à décrire et sont relatifs à une qualité intrinsèque de l'objet désigné. C'est ce qu'on appelle en figure de style une harmonie imitative, c'est-à-dire que le mot, par sa sonorité, peint au moyen des sons l'objet désigné. Et c'est ce qu'on trouve énormément en grec, puisque le grec a notamment des verbes qui sont très expressifs et dont on peut comprendre le sens sans les avoir vus. Et puis on faisait un parallèle ensuite avec l'allemand qui a également ces mêmes propriétés. J'avais sorti l'exemple du verbe zerrissen, qui veut dire déchirer, lacérer, et de faire schlungen, qui veut dire avaler. Et ensuite on est parti sur la notion du schluck, qui veut dire avaler un coup d'eau, voilà, etc. Et ça porte un nom, le cratilisme. Cratyle, un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ. Cratyle. C'est R-A-T-Y. Oui, Cratyle, bien sûr. Et Parfait. justement, je voulais rebondir à ce que par rapport à ce que tu avais dit sur Dis-moi. l'image. En fait, on pourrait étendre le sens d'image à toute représentation. Puisque notre mot image, il vient du latin imago. Imago, qui est un mot qui a la même racine que le verbe imitor, qui signifie imiter. Et imago en latin a tout un panel de sens qui sont très éclats en fait sur la notion d'image, telle que nous ensuite on va la digérer pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Le premier sens de imago, c'est représentation, imitation et portrait. Merci. Bien C'est génial. ensuite, Mais tu m'envoies une vanne, mais c'est pour cette deuxième partie, c'est très bien. Comme ça, il n'y a pas eu les tunnels du début. Et vas-y, je te laisse continuer, mais parce que là, tu m'envoies une porte incroyable. Vas-y. Un deuxième sens important de imago, et on le trouve souvent au pluriel, imagines, désigne en fait les images des ancêtres que les nobles romains avaient coutume d'exposer chez eux. Troisième sens, et celui-là il est très 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 important, imago, on s'en sert pour désigner les ombres, les fantômes d'un mort, ce qui renvoie au spectre. Et enfin, un des sens Qui est beaucoup notables plus proche d'Eidolon, les ombres d'Hadès, exact. en grec. Et même, on pourrait voir une sorte de transposition en latin. Génial. Je Et t'adore. dernier François. sens utile, en tout cas pour notre réflexion, c'est le sens de écho. On utilise le imago vocis pour désigner en fait l'écho. Et on arrive à la notion de reproductibilité du référent. Merci, Par c'est l'écho, génial. qui Parce que répète chez le son. Ovid, il y a écho aussi qui renvoie. Alors ça, c'est un problème, j'en ai déjà parlé dans un live. En ethnographie, sur la notion du miroir. Il y a des peuples qui n'ont pas le miroir. Parce que même dans l'eau plate, il y a suffisamment de matière organique dedans pour ne pas produire ce phénomène. Notamment en Amazonie, où dans l'Amazonie, tu ne peux pas avoir, tu vois toujours l'eau, il n'y a pas la mangrove, tu n'as pas le reflet de l'eau, le reflet des arbres dans l'eau. Du coup, ils n'ont pas de reflet. Uniquement dans la prunelle de l'œil de leurs amis. Donc le fait de voir ton reflet, c'est dans l'œil des animaux ou dans l'œil de ton ami, de ta compagne ou de tes enfants. Je trouve hyper beau. D'où le fait que ces populations, comme je disais avant avec Klein, considèrent tous les humains et la nature dans le même clan. Alors par contre, un truc qui doit être très bizarre, c'est de s'observer en reflet dans l'œil de ton ennemi. Ça, j'aurais aimé être un ethnologue et avoir une conversation avec un maître, un chef amazonien. Parce que là, il y avait une vraie discussion ethnographique. En tenant compte de leur cosmogonie, de leur lien entre guillemets, ontologique de la nature. Parlons de lien. Est-ce que tu connais Oui, cette Ben, phrase
Vas-y. Non, vas-y. Justement, tu parlais de cosmogonie et je viens d'y penser, mais en fait, dans l'acte créateur, dans la Genèse, on a la mention de la première image qui a été créée parce que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que dans l'acte créateur, Dieu c'est en plus, en tout cas, c'est ceux qui ont écrit la Bible, en tout cas la Genèse, ont utilisé à dessein le terme d'image. Mais là, Chagat, il faut qu'il vienne parce qu'il m'a parlé la dernière fois de cette notion. C'est en train de me revenir tout doucement. Je crois que c'est Saint Ambroise. Je crois que c'est Saint Ambroise qui dit que l'image, en fait, on considère l'image de Dieu. Du moins, l'homme ne peut être à l'image que Dieu que s'il est par son image. Et donc, pour être par l'image de Dieu, on doit considérer que l'image de Dieu dans l'homme, elle existe à partir de la noblesse intérieure de l'homme. Parce que comme Dieu qui est un, qui est toujours, qui est entier, qui est partout, qui est total, comme Dieu qui est un acte pur, c'est-à-dire qu'il ne possède aucune potentialité non réalisée, il est total, il vivifie la création tout entière, de même, l'homme, puisqu'il est à l'image de Dieu, il gouverne son corps au moyen de son âme, par une emprise qui n'est pas physique. Son âme est totale dans le plus petit comme dans le plus grand de tous ses membres. L'homme est à l'image de l'unité de Dieu. Chagat, voilà. Il faut qu'il vienne là. Parce qu'on a parlé de ça, il m'a fait un audio. Tu m'as fait un audio avec l'image et l'écho de... Oui. Dans le sens de la parole, vas-y. C'était qui parlait de ça? Tu m'avais dit. C'était génial. Je suis en train de retrouver mes notes là. Oui, c'est Chouraki, lui, il avait traduit merci. Mon image par réplique. Voilà, dans le sens de la réplique de la parole. Dans le sens de la réplique, tu vois, pas nécessairement que dans la réplique copier-coller, mais dans la réplique, comme en théâtre. Celui qui est capable de donner la réplique aussi, d'entrer dans un dialogue et dans une réciprocité. Ça, c'est génial, Chouraki, quand tu dis. Tu m'avais fait cet audio il y a 2 mois, je me souviens, je l'écoutais au feed, j'étais là, putain, tu m'avais fait les frissons, j'étais dans 2 séries. Il y avait un truc que je trouvais... je voulais juste rajouter parce que je trouvais ça marrant. Mais rajoute, t'es là pour ça, ma biche. C'est le terme imago chez les entomologues, c'est comme ça, ceux qui s'occupent des insectes, là. Entomologie, ouais. Entomologiste. Ouais, merci. Imago, c'est la phase finale du papillon. Et puis, la phase du début, c'est la larve. Alors, c'est drôle parce que la larve, en fait, le terme de larve, il a été utilisé très tardivement. Avant, le terme de larve, il faisait référence au masque. C'est-à-dire que, par exemple, chez les Tcheguettes, ils disent larva, ils disent pas masque. C'est un ancien mot qui désigne justement les figures masquées. Donc le carnaval suisse avec ces gars déguisés en sorcières, voilà, bref, il faut aussi mettre le contexte. Je trouvais intéressant parce que je sais plus le nom du mec, du premier qui a utilisé le terme larve pour définir cet état initial du coup du papillon. Il est connu, mais je suis désolé, je me rappelle plus le nom. Mais si vous allez sur Google, vous trouvez la ref. Je trouve intéressant d'utiliser le terme de larve, c'est-à-dire ce qui représente le masque, le spectre, qui peu à peu, en suivant des espèces de transformations, de transmutations successives, arrive à l'image finale, à l'imago. Et je trouve intéressant parce que du coup, on n'est pas dans une espèce de copier-coller des images, où on est dans cette hyper-reproductibilité, mais il y a une sorte d'image de Dieu qui, au début, est une espèce de spectre, un masque, quelque chose d'indéfini, comme un tohu-bohu initial, un grouillement primordial, comme ces insectes qui, dans leur phase première, sont dans une espèce de grouillement. Et au fur et à mesure du développement, ils arrivent à cette image, à cette image divine, en fait. Puis je trouvais vraiment intéressant. C'est génial. Parce qu'en plus, tu pourrais dire... Parce que larva en latin, en fait, c'est l'esprit d'un damné qui poursuit le vivant sous la forme d'un fantôme. Et c'est passé en français au XVe siècle, et ça désigne un fantôme hideux. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, ils l'ont utilisé pour désigner, si tu veux, cette phase
ouais, larvaire, quoi, du coup, du papillon. Mais au début, c'était pas comme ça. Et je sais plus le nom du mec qui a mis ça là-dedans. Donc j'imagine qu'il avait peut-être, c'est moi qui m'imagine, qu'il avait cette espèce d'envie de... C'était Geoffroy, un certain Geoffroy. Comme si le mec, il nous met une espèce d'indice pour nous dire, mais regardez, c'est comme ça.